Bonjour tout le monde, je m'appelle Missine Mésidor et puis je suis, comme l'a dit tantôt Carole, donc je suis étudiante de doctorat à l'Université de Montréal et je vais vous présenter le deuxième objectif de ma thèse qui portait sur l'association entre l'âge de diagnostic et l'utilisation des services de santé pour la sclérose en plaques. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire et neurodégénérative dans laquelle le système immunitaire s'attaque au système nerveux central. Donc, la sclérose en plaques est une maladie incurable. Les symptômes associés à cette maladie varient considérablement entre les patients. Ils peuvent découler de la zone où se produit l'attaque inflammatoire telle que le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs optiques. Donc, les symptômes les plus communs comprennent, par exemple, les troubles de l'équilibre, par exemple, difficulté à marcher, problèmes d'équilibre de coordination, également des problèmes intestinaux, dysfonctionnement sexuel, problèmes de vessie. Il y a également des symptômes généraux comme la raideur, douleur, fatigue et des problèmes visuels. Donc, la prévalence de la sclérose en plaques au Canada fait partie des plus élevées dans le monde et a été estimée à 290 pour 100 000 en 2010, qui équivaut à environ 93 500 personnes qui vivent avec cette maladie. Donc, cette maladie est également plus fréquente chez les femmes avec un ratio femmes-hommes approximativement de 3 pour 1. Et l'âge moyen au diagnostic est de 30 ans, mais il y a des cas chez les enfants et les adolescents qui ont été également constatés. Donc, l'âge au diagnostic semble être associé avec la progression de la sclérose en plaques. Il y a comme deux théories qui se cachent derrière cette association. Donc, la première théorie, donc, selon certains auteurs, c'est que l'apparition de la maladie à un âge plus jeune, par exemple, un adolescent qui a cette maladie. Donc, chez cet adolescent, la maladie va évoluer de façon plus rapide en raison de la vulnérabilité du système nerveux central et à une non-maturation du système immunitaire. Alors que pour d'autres auteurs, cet adolescent, s'il a la sclérose en plaques à un âge jeune, donc à l'avenir, il aura comme moins de capacité et donc une progression moins rapide de la maladie. Donc, ce qui veut dire que la première théorie est d'une base beaucoup plus biologique, alors que l'autre théorie est un peu basée sur des résultats épidémiologiques. Néanmoins, il y a eu comme une certaine inconsistance au niveau des résultats des études cliniques et la plupart d'entre elles sont transversales et puis ont de faibles tailles d'échantillons. Par ailleurs, la perspective de point de vue système de santé n'a pas été étudiée. Donc, selon le modèle comportemental d'utilisation des services de santé, l'utilisation des soins peut être influencée tant par les facteurs individuels tels que l'âge, le statut économique, le genre, mais également par les facteurs contextuels tels que l'accès aux services de santé. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit mon travail qui consiste à étudier l'association entre l'âge au diagnostic et l'utilisation des soins en tenant compte du temps écoulé depuis le diagnostic de la sclérose en plaques. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, donc les données proviennent de la cohorte de naissance québécoise sur l'immunité et la santé. Donc, juste une petite brève description de la cohorte de naissance. C'est une étude populationnelle et prospective d'individus qui sont nés entre 1970 et 1974. Et puis, la base de données a été constituée par jumelage probabilistique du registre des naissances et du fichier description des personnes assurées. Donc, il s'agit d'une base de données administrative et elle couvre environ 90% des personnes qui sont nées au Québec. Donc, pour cette étude, comme suivi, j'ai considéré que les personnes ont commencé le suivi à partir de 1996 et elles ont été suivies jusqu'en 2014. Puis, comme il s'agit d'une base de données administrative, nous n'avons pas le diagnostic de sclérose en plaques. Donc, les personnes, comme définition, donc on a considéré que les personnes qui ont eu au moins 3 services de santé pour la sclérose en plaques durant le suivi, qu'elles ont cette maladie. Avec ces définitions, nous avons trouvé environ 1659 sujets avec la sclérose en plaques. Cette définition est utilisée de façon routinière et a été également validée dans la population canadienne avec une spécificité de 99,5% et une sensibilité de 98,5%. Donc, pour cette étude, il y a 4 issues qui ont été considérées. Il s'agit des visites chez un neurologue, des visites chez un omnipraticien, visite aux urgences et la durée d'hospitalisation. Comme variable d'exposition, l'âge au diagnostic a été considéré comme l'objectif était vraiment de contraster l'utilisation des soins chez les personnes qui ont été diagnostiquées tôt versus sexe tard. Donc, nous avons considéré cette variable de façon binaire. Donc, les personnes qui ont eu la maladie avant 29 ans comparativement à celles qui ont eu la maladie après 29 ans.
Et nous avons également ajusté pour certaines variables telles que le temps depuis le diagnostic de la sclérose en plaques, le sexe, les indices de défavorisation matérielle et sociale, encore appelés indices de Papillon. Donc, ces indices ont été construits à partir des données de recensement selon l'aire de dissémination qui comprend un ou plusieurs blocs de maisons dans le même voisinage pour une population de 400 à 700 personnes. Et puis, cette variable est divisée en quintiles sur la distribution de la population québécoise. Donc, le premier quintile représente les personnes les plus favorisées et le dernier, celles les plus défavorisées. Donc, en premier lieu, nous avons décrit les taux d'utilisation des soins de santé. Au numérateur, il y avait le nombre de services de santé. Donc, pour chaque variable que je vous ai présentée tantôt, donc on a calculé c'est quoi le nombre de services de santé. Et au dénominateur, le nombre de sujets présents à chaque temps. Et donc, le dénominateur est actualisé à chaque période de temps. Et les taux ont été calculés selon le temps depuis le diagnostic de sclérose en plaques et également stratifiés selon l'âge au diagnostic. Pour étudier l'association entre l'âge et les services de santé, les modèles additifs généralisés ont été utilisés avec une distribution de quasi-poisson. Donc, la distribution de quasi-poisson a été privilégiée afin de pouvoir tenir compte de la surdispersion des données. Et donc, c'est quoi la différence entre ce modèle et le modèle de régression visuelle? Donc, l'avantage avec le modèle additif généralisé, c'est que ce type de modèle permet d'ajuster pour une association non linéaire entre le temps depuis le diagnostic de sclérose en plaques et chacune des issues. Et également, il y a une interaction entre l'âge et le temps depuis le diagnostic de sclérose en plaques qui a été également introduit dans les modèles. Et puis, finalement, la différence des taux entre les sujets qui ont eu la sclérose en plaques avant 29 ans et ceux qui l'ont eu après 29 ans ont été calculés à partir des probabilités prédites. Donc, avant de vous présenter les résultats, je vous décris brièvement ma population d'études. Donc, la majorité des personnes étaient des femmes, environ 76%. L'âge médian au diagnostic était de 33 ans avec un écart interquartile de 29 ans à 37 ans. Le temps médian de suivi était de 10 ans avec un écart interquartile variant de 5 à 14 ans. 41% des personnes étaient désavantagées matériellement et 38% socialement. Donc, ici, nous avons le taux de visite chez un neurologue, chez un homéopathicien, les visites aux urgences et la durée d'hospitalisation. Donc, sur l'axe des X, il y a le temps depuis le diagnostic de sclérose en plaques et sur l'axe des Y, chacune des variables du salon de soins. La courbe en noir présente les taux pour les personnes diagnostiquées avant 29 ans et la courbe en rouge pour les personnes diagnostiquées après 29 ans. Donc, vous pouvez voir que pour chacune des variables, les taux sont plus élevés durant l'année de diagnostic. Donc, on peut voir qu'à 0, les taux sont plus élevés pour chacune des 4 variables et encore que les taux de visite chez un neurologue sont plus élevés si on compare par rapport aux autres variables de l'utilisation de soins. Et puis, après l'année de diagnostic, pour toutes les variables, les taux diminuent de façon considérable. Donc, on a maintenant regardé est-ce que cette différence est vraiment significative. Donc, ici, encore une fois, nous avons chacune des graphiques représente une variable d'utilisation de soins. Et ici, encore l'axe Z, c'est le temps depuis le diagnostic. Et puis, sur l'axe Y, nous avons les différences estimées pour chacune des variables d'utilisation de soins. La courbe en noir présente la différence entre les deux groupes d'âge, les personnes diagnostiquées avant 29 ans et celles diagnostiquées après 29 ans. La partie hachée en gris, c'est l'intervalle de confiance et les pointillés en rouge présentent le temps dans lequel la différence est statistiquement significative. Donc, bien que tantôt on a vu que les taux étaient élevés à 0 ans, après 0 ans pour les visites chez un neurologue, on peut voir qu'il n'y a vraiment pas de différence statistiquement significative, c'est vraiment à la limite de la significativité. Donc, les personnes qui sont diagnostiquées avant 29 ans ont un taux plus élevé de visites chez un neurologue, comparativement à celles diagnostiquées plus tard, mais cette différence n'est pas statistiquement significative. Par contre, on peut voir qu'entre 8 ans et 12 ans après le diagnostic de sclérose en plaques, les personnes diagnostiquées avant 29 ans ont vraiment un taux plus faible de visite chez un neurologue, comparativement à celles diagnostiquées plus tard. Et vers la fin du suivi, les personnes diagnostiquées plus tard ont un taux plus élevé de visite chez un neurologue. Cette même tendance est trouvée pour les visites chez un homéopathicien. Par contre, on remarque une tendance inverse pour les visites aux urgences. Les personnes
plus tôt semblent avoir un taux plus élevé de visites aux urgences comparativement à celles diagnostiquées plus tard. Mais on peut voir quand même que les intervalles de confiance pour les visites aux urgences sont assez larges, ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine variabilité pour les visites aux urgences. Par contre, nous n'avons trouvé aucune différence significative entre les taux d'hospitalisation entre les deux groupes d'âge. Donc, en somme, on a remarqué que le taux des services de santé est élevé durant la première année de diagnostic. Ce résultat est similaire par rapport à d'autres études qui ont constaté que le taux de visite chez un omnipraticien est plus élevé durant l'année de diagnostic comparativement aux autres périodes. Et cette tendance a été constatée pour également la population pédiatrique. Donc, ceci pourrait s'expliquer par le fait que la première année, le processus de diagnostic de la cirrhose cardiaque est assez long. Donc, ça pourrait expliquer ce phénomène également pour la mise en place de ce qui est médication. Et puis également, il y a une hypothèse de période de prodrome qui a été soulevée en sclérose en plaques, qui consisterait à dire que la maladie commence même avant le diagnostic de la sclérose en plaques. Et puis, également, nous avons identifié des différences significatives dans les taux de visite chez un neurologue et chez un omnipraticien durant la fin de suivi. Donc, cela pourrait s'expliquer par la présence de comorbidité. Donc, à la fin de suivi, ces personnes sont plus âgées. Par conséquent, on pourrait avoir d'autres maladies qui augmenteraient l'utilisation des services de santé. Et également, il y a des auteurs qui ont suggéré que la maladie est plus sévère chez les personnes qui sont diagnostiquées plus tard par rapport à celles diagnostiquées plus tôt. Donc, néanmoins, il convient de souligner quelques limites à ce travail. Donc, comme je l'ai mentionné, il s'agit de données administratives. Par conséquent, nous n'avons pas accès aux facteurs cliniques, que ce soit à la définition de la sclérose en plaques, la sévérité de la maladie. Nous n'avons pas accès à ces informations. Par ailleurs, les sujets sont suivis jusqu'à 44 ans. Il y a des études qui suggèrent un pic d'incidence de la sclérose en plaques entre 30 et 40 ans. Donc, ce qui voudrait dire que c'est possible que certains sujets dans notre cohorte sont suivis de façon très courte, des sujets qui sont diagnostiqués plus tard. Ça se pourrait aussi qu'on manque vraiment une partie de la population de sujets diagnostiqués plus tard dans notre cohorte. Donc, ce qui pourrait engendrer une mauvaise estimation de la différence entre les deux groupes d'âge. Donc, cette différence pourrait être plus grande vers la fin du suivi. Et puis enfin, il s'agit d'une cohorte de naissance, donc il n'y a pas moyen de séparer l'effet de l'âge de celui de l'adulte. Donc, pour conclure, il s'agit d'une première étude sur l'utilisation des services de santé pour la sclérose en plaques au Québec. Puis, nous avons identifié que l'année après le diagnostic est une grande période de demande dans le système de santé. Et puis, ces résultats peuvent aider à une meilleure compréhension de la progression de sclérose en plaques selon l'âge de diagnostic. Donc, je vous remercie de votre attention, mais je remercie mes superviseurs, Dr. Sylvestre et Dr. Rousseau également, les organismes de financement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Micheline. Très intéressant. Je vais poser des questions qui nous ont été transmises par le chat. D'abord, en première information que tu nous as donnée, c'est la prévalence très élevée au Canada de la sclérose en plaques. Tu as dit la plus élevée au monde. Est-ce qu'on sait pourquoi? Elle fait partie des plus élevées dans le monde. En fait, la prévalence de la sclérose en plaques est plus élevée dans les pays en Amérique du Nord et dans certains pays d'Europe. Donc, à vrai dire, les causes ne sont pas vraiment définies. Est-ce que ça se pourrait que est-ce que c'est lié à des zones froides et autres, là? Mais en fait, c'est très élevé dans les pays en Amérique du Nord et aussi dans certaines zones d'Europe. Mais c'est sûr que ça a été constaté que dans les pays où il fait plus chaud, la prévalence est vraiment plus faible. Il pourrait avoir un lien. J'apporterai un point dans ma présentation sur ça, mais effectivement, la latitude a une influence sur le risque. Et l'hypothèse, ce serait effectivement la radiation UV à travers la peau des êtres humains et qui allierait effectivement un certain mécanisme immunologique, mais j'en reparlerai dans ma propre présentation. OK. Et comment est-ce que compare le Québec par rapport au reste du Canada? Est-ce qu'il y a des différences? Le Québec est très élevé par rapport… les taux sont similaires, mais le Canada est plus élevé, par exemple, que les États-Unis. Ouais.
Et Micheline, tu as mentionné là, les différentes variables qui étaient examinées, la défavorisation, par exemple. Est-ce que vous avez des informations sur le niveau d'éducation, sur l'éducation? Est-ce que ce serait pertinent? Est-ce que est-ce que c'est des informations que vous avez? Et, Si ma mémoire est bonne, je pense on a le revenu moyen et autres. Je ne pense pas qu'on ait le niveau d'éducation dans notre base de données, mais à ce niveau, c'est pas problématique dans mon étude parce que je regarde vraiment la situation à un point de vue populationnel. Donc, en agissant pour la proportion de défavorisation au moins matérielle, l'indice a été construit à partir de 5 variables. Donc, ça prend, et une des variables, c'est la proportion de personnes scolarisées. Donc, ça prend quand même un petit peu en compte l'éducation. Même si on n'a pas comme la valeur éducation dans notre base de données, ben, l'indice de défavorisation prend en partie en compte cet aspect-là. OK. Et tu disais qu'il n'y a pas d'accès aux facteurs cliniques. Bon, j'ai bien compris, on ne sait pas le degré de sévérité. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre d'informations-là? Comment tu pousserais l'analyse si tu avais accès à des données cliniques, aux facteurs cliniques? Mais déjà, je n'ai pas présenté la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est caractérisée par différentes formes, que je pense que Philippe va les présenter tantôt. Donc, ce qui veut dire que la progression de la maladie n'est pas la même selon les formes de sclérose en plaques. Donc, c'est sûr que si l'information était disponible, on pourrait aller voir est-ce que vraiment l'association entre l'âge et les soins de santé, est-ce que ça varie selon le type de la forme de sclérose en plaques? Parce que probablement, on pourrait faire l'hypothèse que les personnes qui ont une forme beaucoup plus sévère utilisent beaucoup plus de soins de santé. Et puis, si elles sont diagnostiquées, même que ce soit plus tôt ou plus tard, qu'elles vont avoir une situation plus grande comparativement aux personnes qui ont été diagnostiquées avec une forme moins sévère. Et puis, c'est sûr que nous, on a utilisé comme le temps depuis le diagnostic qui pourrait être un proxy de sévérité parce qu'on pourrait dire que, au fur et à mesure que la personne a beaucoup plus de temps avec la maladie, son cas deviendrait plus sévère. Ce n'est pas parfait, mais c'est comme la seule information qu'on a dans notre base de données. Mm. Donc, on n'a pas l'information sur le type de sclérose en plaques. Et puis, c'est ça. Et puis même, mais on ne sait pas non plus si la personne a effectivement la sclérose en plaques. Donc, on utilise une définition pour dire que la personne a la maladie, mais on n'a pas, c'est pas comme une base de données clinique où on a vraiment que ça a été diagnostiqué par un clinicien qui a fait tous les tests et puis qui dit que maintenant la personne a cette maladie. OK. Encore une fois, merci beaucoup.